Bonjour Philippe. Bonjour. Écoute, on est sur un champ de maïs qui a souffert de la sécheresse. Écoute, ma première question, c'est de savoir si tu as déjà vécu une situation pareille. Alors, nous, personnellement, moi je suis installé depuis 1996 et honnêtement, je n'ai pas connu de situation comme celle de cette année. Autant on a connu des sécheresses, bon, on en a récurrent, c'est récurrent, un peu tous les 5 ans, il y en a 2 ou 3. Mais là, effectivement, cette année, c'est vraiment exceptionnel. On n'a pas eu de pluie déjà depuis la fin juin, c'est-à-dire depuis 2 mois. Et les plantes, comme on voit ici dans le champ, ont énormément souffert. Ce qui va poser des problèmes économiques, et des problèmes économiques sur le plan des grandes cultures, mais également sur tout ce qui est l'aspect élevage aussi. Alors, en réalité, les maïs, on les sème donc au printemps, avril-mai en principe, voilà. Et donc jusqu'au mois de juillet, ils ont eu leur croissance normale. Après, le stress hydrique a fait qu'au moment des floraisons, lorsqu'il y a une plante comme celle-ci, voilà, c'est une plante monoïque, le maïs, donc, qui se féconde toute seule. Et donc en réalité, il y a un organe mâle qui est ici en haut, qui s'appelle la panicule, où il y a des petits sacs de pollen qui sont suspendus dans ces panicules. Et vous avez un organe femelle qui est l'épi. Et donc l'épi, lui, sort des soies. Et le pollen, si vous voulez, tombe sur les soies et normalement féconde. Et un filament de cet épi correspond à un grain. Le souci qu'il y a eu, c'est qu'avec la sécheresse que l'on a eue, les panicules et les graines de pollen ont été brûlées. Et également les soies des épis, ce qui fait qu'on n'a eu aucune fécondation. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur des parties séchantes, un peu comme cette parcelle où il y a une partie un peu plus humide et une partie séchante, sur la partie séchante, on se retrouve avec des plantes sans épis. Et la chalosse va être énormément touchée par ça. Voilà. Même sur les parties qui ont été fécondées, où il y a un épi, il nous semble qu'il y a un épi, on pourra constater qu'effectivement, une grande partie ne comporte pas de grains, donc à peu près un tiers de l'épi ne comporte pas de grains, ce qui fait que ça va pénaliser au niveau rendement. Et bien sûr, dans une année où les intrants ont coûté une fortune, puisqu'on a eu la guerre ukrainienne, tous les engrais étant faits essentiellement avec le gaz russe, donc on a eu des coûts de production qui sont multipliés par 2. Aujourd'hui, si vous voulez, on a un coût de production qui avoisine les 1300 € à peu près l'hectare, alors que sur une année normale, c'est à peu près 700 €. Et ça, dû à l'engrais. Donc c'est la double peine carrément. Comment tu vois, quelle solution économique il va y avoir pour sauver un petit peu la filière? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous voyez les choses? Alors en réalité, je pense qu'il va y avoir 2 choses à voir. Alors la PAC 2023, je pense, va nous inciter à le faire naturellement. C'est modifier nos rotations de culture, nos assolements, en intégrant peut-être des cultures moins gourmandes en eau au moment de l'été. Voilà. Mais en réalité, ça va être une problématique quand même parce qu'on a des terres quand même qui sont faites pour le maïs. Certes, on fait du tournesol, on fait du soja, mais en réalité, nos terres elles sont faites pour faire du maïs. La profondeur des terres fait que, et de part aussi des activités palmipèdes, volailles qui ont besoin de maïs pour le gavage en particulier, pour produire toutes ces productions animales, disons. Voilà. Donc, ce qui fait que l'idéal va être de voir comment on pourrait stocker l'eau qui tombe l'hiver, parce que quand même on est dans une région où il pleut. Donc c'est voir avec les pouvoirs publics qui nous aident dans la réalisation de lacs collinaires, comme le lac d'Agès qui alimente aujourd'hui ceux qui peuvent irriguer. Voilà, c'est de multiplier ces réserves d'eau d'hiver pour pouvoir les restituer aux plantes l'été. Donc il y a deux choses, c'est-à-dire l'assolement, qui va automatiquement, je pense, avec la PAC 2023 se faire naturellement, puisqu'il faudra qu'on ait des rotations de culture plus souvent. Et deuxièmement, c'est permettre un développement de ces lacs collinaires pour pouvoir irriguer en période sèche. Alors justement, la polyculture, je ne sais pas si on peut parler comme ça, qu'est-ce que ça a donné? Puisqu'on a quand même des champs autour des champs de maïs, on a des champs de tournesol, des champs de soja, de sorgho. Alors qu'est-ce que ça a donné? Ces cultures-là, le tournesol était plutôt jusqu'à présent réservé plus aux terres gersoises, voilà, donc dans les pentes du Gers. Mais on s'aperçoit qu'avec le changement climatique, on commence à glisser, on se rapproche presque du climat espagnol petit à petit. Donc ce qui fait que je pense que ce sont des cultures qu'il va falloir intégrer. Cette année, les tournesols qui ont été semés tôt ont fécondé. Voilà. Mais la problématique, c'est de savoir en réalité comment la graine s'est remplie. On appelle ça le poids spécifique de chaque grain, c'est pareil pour le maïs, mais c'est la quantité de farine un peu dans le grain, c'est ce qui nourrit en réalité.
Et donc l'inquiétude va être là, c'est que les tournesols se sont bien développés, ils ont bien fleuri. Là, ils sont en pleine maturité, mais la seule chose, c'est de savoir quel poids spécifique va avoir ces graines-là, et donc savoir le pourcentage de farine qu'il va y avoir. Et là, j'ai beaucoup de crainte quand même, parce qu'avec les températures élevées qu'il y a eu, voilà, parce que le souci, le manque d'eau, c'est du stress hydrique, mais ça a été associé à des températures qui avoisinaient 40 degrés, donc effectivement, voilà. Et pour le soja, c'est pareil, on constate qu'il y a des graines, des pieds qui se sont bien développés, d'autres qui n'ont pas du tout fécondé. Donc ce qui fait que il manque des gousses, si vous voulez, comme les petits pois. Le soja, c'est une graine ronde, voilà. Et donc, je pense qu'il va manquer quelques pieds et quelques surprises au lendemain, je pense. Voilà. Donc, qu'en est-il du blé? C'est vrai que le blé, on en voit très peu, mais c'est l'avenir ou pas? C'est quoi? Alors, le blé, on n'a pas des terres à blé, honnêtement. On n'a pas des terres pour faire du blé, c'est aussi le Gers, voilà, tous ces... Voilà, l'Espagne, par exemple, avait des, voilà. Mais en réalité, nous, nos terres ne sont pas faites pour ça. On a eu fait du blé quand on avait encore de l'élevage. Pourquoi? Parce qu'il y avait certes le grain, mais il y avait aussi la paille. Et le besoin en paille était... Voilà. Aujourd'hui, il y a des années où ça fonctionne très bien, le blé, il y a d'autres années, mais c'est sûr, c'est une plante qui consomme plus d'eau que le maïs, contrairement à ce qu'on pense. Mais seulement, elle le consomme à des périodes où il pleut. Voilà. Donc en réalité, on le récolte avant l'été, quasiment en juillet, donc ce qui fait que le besoin d'eau est totalement différent par rapport au maïs, qui lui en a besoin plutôt pendant le juillet-août. Voilà, voilà. Et donc je pense que le développement du blé, je ne le vois pas beaucoup dans notre coin ici de Chalosse. Voilà. Donc c'est plutôt le tournesol, le soja qui vont peut-être se développer, au détriment des filières, on parle du manque d'huile, donc voilà, c'est... Donc je pense que c'est là-dessus qu'il va y avoir un peu plus de développement. Il y a le colza aussi qui fonctionne, voilà, aussi très bien, et qui va arriver aussi à être semé un peu plus qu'il n'est aujourd'hui. Tu peux nous dire un mot au niveau des indemnisations possibles, au niveau des assurances? Alors aujourd'hui, on a classé nos récoltes donc, en tant que sinistrés, on attend les experts. Mais bon, moi je vois sur des parcelles comme ici, où on fait habituellement entre 90 quintaux, 80-90 quintaux minimum. Les bonnes années, on monte jusqu'à 120. Mais moi je pense que cette année, on est parti pour faire 20 ou 30 quintaux maximum, quoi. Donc le manque à gagner et l'effet ciseau entre le coût des intrants, le coût à l'hectare, plus ce qui va nous rapporter, l'assurance va être nécessaire. Y a pas, voilà, pour au moins payer nos intrants, quoi. Ça veut dire qu'on aura travaillé quasiment pour rien, parce qu'on en aura pour payer nos intrants, PAC et assurance, et donc ce qui fait qu'on aura une année blanche au niveau des revenus, sans doute. Comment tu vois l'avenir de la profession quand même? Alors moi je suis un peu optimiste quand même, parce qu'il faudra bien nourrir la planète, on entend toujours ce message-là, mais la seule chose, ça sera à quel prix on pourra la produire, donc sans eau, je pense que ça sera très difficile. Voilà, donc l'avenir de l'agriculture, moi j'y crois. Parce que c'est un beau métier, voilà. On aime la terre, on aime notre patrimoine, voilà. Et bon, on aura toujours besoin de manger, donc moi je pense que voilà, il faudra y mettre les moyens si on veut avoir une autonomie en France alimentaire. Donc moi je suis plutôt optimiste sur l'agriculture, même si on vit des crises comme ça. Certes, ça va peut-être éclaircir pas mal d'agriculteurs, mais bon, c'est vraiment dommage parce que c'est un beau métier.